Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Priorité au décryptage pour tout comprendre de l'actualité. 17e jour de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Un mouvement qui, dans sa durée, est bien parti pour battre les 3 semaines de mobilisation de 1995. Alors, comment sortir de cette impasse? Quelle solution? Quel calendrier? Et aussi le décryptage, le débat, ce sera avec nos invités dans un instant sur ce plateau. Mais un élément nouveau aujourd'hui sur la table. Certains syndicats, les plus réformateurs peut-être, semblent débordés aujourd'hui par leur base. Pour preuve, le refus de plusieurs fédérations régionales de l'UNSA de refuser de faire une trêve pour Noël, comme le demandait leur fédération nationale. Les toutes dernières informations et on le décrypte après. Alexia Prunier. La trêve ou la grève, c'est une question qui divise au sein des syndicats. La direction de l'UNSA Ferroviaire appelle à une pause pendant les fêtes. L'UNSA Ferroviaire est à la défense des salariés. Donc moi, l'UNSA Ferroviaire est autonome et indépendante. Nous, on ne fait pas de politique. Donc l'objectif pour l'UNSA Ferroviaire, c'est de défendre les salariés. Et je pense que les mesures qui ont été présentées répondent à ces objectifs. Mais pour beaucoup de grévistes, cela ne suffit pas. Hier, de nombreuses assemblées générales ont voté la reconduction du mouvement et plusieurs branches locales de l'UNSA refusent de reprendre le travail. Évidemment, il y a eu des avancées, c'est la force de l'UNSA Ferroviaire, c'est de négocier. Aujourd'hui, on nous a demandé de prendre une position pour moi et pour l'ensemble, une grande partie du moins, des syndiqués de l'UNSA Ferroviaire de Lille, trop rapide, précipité, sans choses très concrètes. Pour nous, le compte n'y est pas. Alors que la fracture se creuse entre la base et la direction, sur le terrain, le mouvement se poursuit. Soutenu selon la CGT par une majeure partie des Français. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Les gens, ils ont d'autres alternatives, ils ont d'autres solutions. Et puis vous savez, je pense qu'ils ont bien conscience que parfois, il faut savoir faire quelques sacrifices pour avoir beaucoup plus derrière. Et je pense qu'ils sont prêts à le faire sans aucun problème. L'intersyndicale SGT, FO, FSU et Solidaire appelle à une nouvelle journée de manifestation le 9 janvier prochain. Et que va-t-il se passer d'ici le 9 janvier prochain? Est-ce qu'on aura trouvé des solutions pour sortir de cette crise? Eh bien, on va esquisser les différentes hypothèses avec nos invités. Pascal Coton, vous êtes resté avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la CFTC. Bernard Vivier, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail spécialiste des mouvements sociaux. Camille Langlade, à vos côtés, la chef du service politique de BFM TV. Et Christophe Barbier, toujours avec nous, éditorialiste BFM TV. Pascal Coton, j'aimerais votre réaction à ce reportage que l'on a vu. Votre expérience des mouvements syndicaux, des crises sociales. C'est compliqué de faire retomber la colère parce qu'on voit cet exemple de l'UNSA qui dit au niveau national, donc faisons une trêve pour Noël, et au niveau régional, les gens mobilisés qui disent non, on est trop investi, on ne peut pas arrêter maintenant. C'est difficile de faire retomber cette colère? C'est compliqué parce qu'avant, lorsqu'on avait un mouvement de grève, on savait quand on commençait, on savait quand on allait s'arrêter. On dit toujours, lorsqu'on mène une action syndicale, il faut toujours savoir quelle est la porte de sortie vers où on va se diriger. Là, on a l'impression que de jour en jour, la porte s'éloigne pour certains. Pour nous, c'est plus facile, CFTC, puisqu'on a pris la décision depuis le début de négocier jusqu'au bout du bout. Et comme je le disais au préalable, si nous, à partir de début janvier, quand on va recommencer les concertations, eh bien, il n'y a pas d'ouverture sur notamment l'âge pivot, je pense qu'on sera nous aussi obligés d'ouvrir la porte de la grève et de la manifestation, comme on l'a tenté le 17 de la semaine dernière. Christophe parlait tout à l'heure de double fracture au niveau syndical. Bernard Vivier, je voudrais bien votre avis. On a le sentiment que cette semaine, les syndicats se sont aussi éloignés les uns des autres, avec les sorties de Laurent Berger et de la CFTC, et de l'autre côté, FO, la CGT, qui disent non, nous de toute façon, on ne veut pas de cette réforme, on ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura cette réforme. Qu'il n'y a aucune marge de négociation d'un côté, alors que de l'autre, on se dit qu'il y a peut-être encore des marges de manœuvre. Oui, l'expression double fracture est intéressante. C'est Christophe. Oui. Depuis plusieurs mois, nous le savons, il y a 2 blocs syndicaux. Le bloc du refus, CGT, FSU, Union syndicale solidaire Sud, et puis le bloc de la réforme qui accepte, qui souhaite même l'aboutissement du projet général. Retraite, système universel, par points et par répartition, pour maintenir, garder, poursuivre le système de solidarité entre générations. Donc c'est CFDT, CFTC, UNSA. La CFE-CGC serait plutôt dans ce deuxième camp, mais par positionnement parfois rejoint le premier. Force ouvrière est avec la CGT, mais on le voit dans la vie, dans les entreprises, ce sont des militants qui signent souvent les accords, de branches notamment. Bon, on a cette fracture-là, qui est ancienne, donc on le voit aujourd'hui. Puis la deuxième fracture, c'est à l'intérieur des organisations syndicales.
Mouvement syndical, c'est pas une centrale syndicale avec un patron qui donnerait des ordres aux filiales. Ce qui s'illustre à C'est pas une entreprise avec une holding et des filiales. C'est un système fédéraliste. C'est Proudhon, c'est pas Lénine, si vous voulez. C'est un système de construction. Les syndicats se regroupent, créent des fédérations, et les fédérations fondent des fédérations de fédérations, c'est-à-dire des confédérations. Et donc, naturellement, il y a une autonomie de chaque structure de base, et nous voyons aujourd'hui une perte d'harmonie. Toutes les organisations syndicales subissent cela. On l'a vu, on le voit avec la CGT, on le voit avec l'UNSA. Et le reportage vient de le dire, le A de UNSA veut dire autonome. La CFDT l'a vécu en 1995, en 2003, le revit aussi en ce moment avec ses cheminots. Force ouvrière, au moment de la réforme Macron des ordonnances, l'a vécu en 2017. Camille. Oui, pour rebondir sur l'expression c'est Proudhon mais pas Lénine. Il y a un léniniste dans ces syndicats, chez ces patrons entre guillemets de syndicats. Laurent Brun, qu'on a beaucoup vu dans les médias, y compris sur BFM TV, lui c'est vraiment un léniniste pur et dur et il se revendique comme tel. Il est assez connu maintenant pour cela. Et Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, nous a raconté un échange avec lui et lui-même a été assez surpris par la teneur des propos, ce qui peut prouver que ça peut se radicaliser encore et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Je vous cite Laurent Brun, donc le secrétaire général de la CGT Cheminots, qui dit au ministre qui essaie de trouver des solutions, le ministre des Transports, enfin essaie de trouver des solutions en restant évidemment sur ses acquis. Personne ne gagne une grève par chaos. Je suis capable d'assumer de vrais compromis, dit Laurent Brun à Jean-Baptiste Djebbari, mais vous ne m'en proposerez jamais. Jusqu'à la fin, ce sera donc la guerre totale, la guerre à outrance, et ce n'est pas pour me déplaire. Donc, si vous voulez, ce ministre des Transports était assez effaré, pour ne pas dire autre chose, d'avoir cette radicalité, cette dureté face à lui de la partie cheminot de la CGT. Et d'ailleurs, le gouvernement garde quand même sous la main, si l'on peut dire, une menace, celle de la loi sur le service minimum. Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on estime dans l'exécutif que les discussions se passent plutôt bien, de manière assez responsable. Mais si cela bloque beaucoup plus à la rentrée, en janvier, eh bien, Emmanuel Macron lui-même pourrait brandir la menace d'une loi sur le service minimum et donc des réquisitions d'aiguilleurs, notamment, puisqu'ils sont peu nombreux et ce sont eux aussi en partie qui bloquent. Là, je parle plutôt de la SNCF. On le disait effectivement dans la première partie de Priorité au décryptage, ça existe dans d'autres pays où on réquisitionne les agents. Christophe, est-ce que cette double fracture, c'était votre expression, c'est une stratégie du gouvernement ? Je pense que le gouvernement a parié en partie sur la division des syndicats, leur rivalité quand il y a des compétitions électorales et sur le fait que le sommet serait parfois débordé par la base et que ça pourrait rendre le mouvement impopulaire. Et que pensons les Français d'un Martinez ou d'un Verrier ou d'un Berger qui donnent des consignes et qui ne sont pas suivies? Oui, ça peut décrédibiliser les chefs. Le gouvernement a parié là-dessus, mais enfin c'est comme parier sur le fait d'allumer le feu en espérant que ça brûlera là où ça vous intéresse. Ça serait quand même très périlleux comme jeu du gouvernement. Il y a dans cette société française et même dans notre culture historique, une tentation de la violence, un désir révolutionnaire rentré. On voit bien que ce désir-là, il est moins rentré aujourd'hui qu'il y a quelques années. Oui, on entend des voix qui sont des voix révolutionnaires et qui se font d'autant plus entendre cette année que l'an dernier, elles ont été débordées par leur gauche. L'an dernier, les léninistes étaient presque des modérés, quand on les comparait à certains anarchistes, nihilistes, qu'on retrouvait dans le mouvement des Gilets jaunes, qui allaient jusqu'à dire « mais vous les syndicats, on va vous balayer comme on balayera tout le reste ». Donc, en étant rouge foncé, on essaye d'être plus modéré que les Noirs. Alors il y a quand même une culture politique un peu inquiétante. Pour faire d'autres citations que celle de Laurent Brun, quand on lit Libération cette semaine, Jean-Luc Mélenchon nous dire « nous sommes au bord du soulèvement général, c'est un retour du collectivisme, la France d'après le 17 décembre n'est plus la même ». D'abord, il prend ses désirs pour des réalités, mais c'est entretenir ce folklore révolutionnaire avec parfois quand même une tentation un peu irresponsable de mettre le feu à la société. Jean-Luc Mélenchon, invité d'Apolline de Malherbe demain dans BFM Politique à 12 h. Face à la radicalité, comment on sort de tout ça? C'est un peu la question et c'est probablement ce que se demandent les téléspectateurs qui nous regardent. Il y a un calendrier. Aujourd'hui, c'est tout ce dont on dispose qui finalement est un bon reflet à la fois de la radicalité et de la marge de négociation possible. Le 25 décembre, le Noël des grévistes. Ces grévistes qui ne veulent pas se laisser aller, qui veulent continuer à mener des opérations. Le 28 décembre, plusieurs syndicats appellent à une mobilisation syndicale. Début janvier, on n'a pas de date précise, reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Le 9 janvier, déjà une journée de manifestation
négociation interprofessionnelle qui est actée et février 2020, le débat parlementaire. Alors, je vous demanderai bien si on va traîner ça jusqu'en février 2020, mais voilà, tous votre avis. Camille, vous vouliez réagir et après Pascal Cotton. Oui, il manque une date très importante pour les grévistes et pour le gouvernement. Le 22 janvier, la loi sur la réforme des retraites sera présentée au Conseil des ministres. Et le mot commence à se passer et à circuler chez les grévistes de faire grève ou de maintenir le mouvement d'une façon ou d'une autre jusqu'au 22 janvier pour maintenir la pression jusqu'au bout sur les épaules du gouvernement. Ensuite, bien sûr, il y aura le débat parlementaire. Mais le 22 janvier, je peux vous dire que le mouvement devrait durer jusque-là. Pascal Cotton, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, début janvier, la reprise des négociations, on n'a pas de date? Non, pas encore. Lundi, pas le calendrier se fera et probablement on recevra par mail des dates prévisibles, certainement de longues journées de travail. Donc lundi, on aura un calendrier qui va s'affiner. Pourquoi attendre aussi longtemps? Et surtout, est-ce que vraiment vous n'allez pas vous parler jusqu'au début janvier ou est-ce que c'est juste une façon de le dire et que les téléphones vont chauffer jusqu'au début janvier? Si les téléphones chauffent pour améliorer la situation, bien évidemment que la CFTC y répondra positivement, sans aucun problème. La difficulté qu'il y a, c'est que nous vous êtes dit quoi quand vous avez quitté le Premier ministre? Vous vous êtes dit au revoir, bonnes vacances, on se retrouve en janvier? Ou vous vous êtes dit on continue à parler? Non, on s'est dit le compte n'y est pas, notamment sur la partie des 64 ans. Sur plein de choses, on est d'accord, puisque nous, on soutient ce régime unifié à condition que, quand on dit unifié, ça ne veut pas dire un seul régime sans particularité. Donc nous, et puis par répartition, bien évidemment, pour garantir une retraite pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais le compte n'y est pas sur les 64 ans. Dire aux gens, en 2022, vous allez tous travailler 4 mois de plus parce qu'il y a un problème temporaire financier. Et en plus, on va vous faire un abattement si jamais vous ne travaillez pas plus longtemps de 10% sur votre retraite jusqu'à votre mort, or que le problème, il est que temporaire. Donc là-dessus, nous, il faut absolument qu'on discute, mais on n'a pas dit au Premier ministre, au revoir, bonnes vacances. Non, on a du travail, nous aussi. Quand il nous dit qu'il va falloir travailler sur des négociations, pénibilité, carrière longue, on a déjà commencé à travailler, on n'attendra pas le début janvier pour le faire. Il faut peut-être un peu de temps aussi pour que chacun travaille à des propositions, à des avancées. Bernard Villiers, quand même, ce timing, il est un peu angoissant pour les Français parce qu'ils se disent, est-ce qu'on va vivre un début janvier similaire à la fin 2019? Est-ce qu'on pourrait exploser tous les records? On parlait des 3 semaines de 95, mais là, on a l'impression qu'on peut aller bien plus loin. 22 janvier, disait Camille à l'instant. Écoutez, il y a deux réponses. Tout est possible ou rien n'est impossible. C'est la fausse alternative. Bon. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, il y a un petit espoir depuis quelques semaines. C'est-à-dire que les contacts sont repris. Et c'est important. Le mouvement syndical a été mis sur le banc de touche pendant 2 ans et demi par le président de la République. Depuis 1 an par les Gilets jaunes, et aujourd'hui il revient sur le devant de la scène. Donc c'est important, vos images aujourd'hui ne montrent plus des violences à l'Arc de Triomphe et au Phuket où brûler ou incendier la préfecture du Puy-en-Velay. Donc nous avons aujourd'hui un paysage qui devient plus structuré, plus coordonné au niveau national. Ça y est, on commence à se parler maintenant, depuis le mois de septembre, ça fait 3 mois et bientôt 4 mois que le projet de loi n'est pas affiché. Donc cette incertitude génère chez les partenaires sociaux de l'interrogation et chez les Français de l'inquiétude, de l'anxiété. Et on voit bien que le débat, il est bien plus vaste que le débat sur la réforme des retraites. C'est un débat à caractère politique et on frôle la crise politique, on le sait bien. Si le Premier ministre n'arrive pas à ses fins, ce peut être une crise politique et gentiment une invitation à retourner au Havre. Crise politique peut-être d'autant plus possible qu'on voit l'évolution de la pensée des Français, de l'attitude, de l'opinion, voilà le mot que je cherchais, des Français. Si on regarde le soutien, alors là on a bien demandé aux Français s'ils étaient d'accord sur l'ensemble d'une réforme systémique. Donc si on réformait notre système pour passer à un système par points. Le 11 décembre, 58% y étaient favorables. Le 18 décembre cette semaine, pour notre sondage et la BFM-BV, plus que 52%. Est-ce que c'est inquiétant, ça, pour le gouvernement, de voir les Français se détacher de plus en plus du fondement même de cette réforme? Alors c'est un baromètre que le gouvernement doit surveiller, qu'il surveille d'ailleurs. Mais il faut regarder plus en finesse. Dans ce soutien qui faiblit, il y a de la part des Français un rejet de l'âge pivot, cette idée de travailler plus longtemps ou d'être pénalisé si on ne veut pas le faire, sans qu'on sache trop sur qui ça va tomber et pourquoi. Avec beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans parce que de toute façon, on les a virés de leur boîte avant. Donc ça, il y a un vrai rejet et le gouvernement doit en tenir compte. En revanche, il y a un vrai soutien qui demeure à l'idée de passer à un régime universel qui ne soit plus les 42 régimes spéciaux. On reste à 52, effectivement, c'est la majorité. Mais ça descend. Ça descend, ça descend. C'est normal aussi. Parce que dans la galère que subissent les Français, et notamment les Franciliens, à un moment, on se tourne vers celui qui est responsable de l'ordre, du fait que ce pays doit marcher. Et ça, c'est le gouvernement. Les syndicats ont leur responsabilité dans les blocages, c'est une responsabilité de premier plan, direct, mais derrière, le gouvernement est là pour arranger les choses.
Mais pour l'instant, ça reste quand même jouable pour le gouvernement. On n'est pas dans un abandon complet du soutien comme on a pu avoir un peu au moment des Gilets jaunes et surtout en 95 vis-à-vis du gouvernement Juppé. Pourquoi? Parce que les Français ont compris que la retraite, c'était un vrai problème désormais, qu'on ne pouvait plus garder ces 42 régimes spéciaux, qu'il fallait faire attention à l'équilibre financier. Donc la légitimité d'une réforme des retraites, elle est comprise. Et puis aussi parce que Macron l'a dit lors de sa campagne présidentielle. Il s'est fait élire, entre autres, en ayant dit « je ferai le régime universel par points ». Maintenant, on voit bien aussi que le gouvernement a des marges de manœuvre pour en sortir, et notamment sur cet âge pivot, changer complètement le paradigme, arrêter de dire c'est imposé, ça va avec, mais dire on fait d'abord cette réforme et on se donne rendez-vous entre gens raisonnables pour financer cette réforme. Camille, comment le gouvernement prépare sa rentrée? Parce qu'on se doute bien qu'ils ne vont pas être en vacances très sereins pendant les fêtes de Noël, comme les syndicats ils vont travailler. Comment ils voient les choses sur les prochains jours? Alors, ils ne vont pas partir tout de suite en vacances. Pour certains, comme le Premier ministre et Jean-Baptiste Djebbari, ils travaillent jusqu'au 23, jusqu'à lundi soir, disons. Jean-Baptiste Djebbari, par exemple, rencontre les pilotes de ligne qui menaçaient aussi de faire grève. Il pourrait poser un préavis le 3 janvier. Et donc, si évidemment l'aérien se met à lui aussi pour le retour des vacances, ça risque d'être compliqué. Donc, ils vont essayer de déminer cela en amont. Donc le Premier ministre, lui, continue à avoir des contacts, Madame Coton le disait, permanents avec ses syndicats. Parce qu'en fait, il y a une base de départ, mais maintenant, il faut aller dans le détail. Je vous rappelle que la loi, elle est en train d'être écrite en ce moment même pour être envoyée avant lundi au Conseil d'État. C'est un peu technique, mais le Conseil d'État vérifie toute la validité de ce qui a été écrit. Donc le gouvernement va tout de même travailler, en tout cas les principaux responsables concernés. Et puis, vous avez raison, ça devrait normalement repartir assez vite. Pour moi, c'est autour du 3-4 janvier, logiquement, que ces discussions reprennent, avant donc le premier Conseil des ministres, parce qu'il faut aller vite. Pourquoi finalement ça n'a pas duré pendant toute cette période de Noël? J'ai le sentiment que du côté des syndicats également, on souhaitait tout de même faire une petite pause, respecter la trêve de Noël vis-à-vis des membres des syndicats, mais aussi des Français pour respecter cette période des fêtes. Pascal Coton, comment vous voyez les premiers jours de janvier? Est-ce que vous vous dites que là, de toute façon, il faut se préparer à au moins 9, 22 janvier avec des grèves? Nous, ce que l'on voudrait, CFTC, c'est remettre au centre du débat le rapport du haut-commissaire où pendant 2 ans, toute organisation syndicale confondue est venue donner sa version, améliorer les choses, les petites pensions, la retraite des femmes, etc. On a tout étudié. Il y avait des points d'accord et des points de désaccord. Il fallait bien évidemment que le Premier ministre, président de la République, vienne dire voilà, le positionnement que nous souhaitions. Donc arriver au bout du bout de se dire la conclusion de ces 2 années de débat, même entre organisations syndicales, on s'est rencontrés aussi, de dire la conclusion, ce sont des manifestations, des grèves, ça on ne veut pas y croire. Donc on a l'espoir que le gouvernement puisse dissocier ce régime unifié qui est essentiel pour conserver la retraite pour chacun avec le meilleur équilibre possible, et puis ce problème paramétrique. Alors paramétrique, c'est quoi? C'est 17 milliards qu'il faut trouver, et on lui a déjà donné, comme il dit le Premier ministre, des cocktails de résolution pour trouver les 17 milliards sans être obligé de dire aux gens, il faut travailler plus longtemps, ou alors vous êtes pénalisé toute la vie à la retraite de moins 10%, comme si celui qui allait être pénalisé tout le reste de sa vie, moins 10%, c'était lui qui avait fait une erreur. Alors que non, c'est un chômage qui ne baisse pas assez, il n'y a pas assez de cotisants. Donc je pense que la solution du gouvernement, c'est ça, c'est on fait la loi, on l'écrit correctement, on essaye de mesurer les choses et puis d'expliquer aux Français pourquoi ce pourcentage baisse. Mais les Français n'y comprennent plus rien. L'ancien régime, on n'y comprenait rien. Le nouveau, vous verrez, c'est miraculeux, on comprend tout, sauf que tous les 4 matins, ça change. Le Premier ministre vient au Conseil économique, social, environnemental pour dire voilà ce que l'on va faire jusqu'en 2025 et on nous dit oh là là, ça va changer beaucoup plus vite, c'est 2022. Donc je pense que les Français en ont un petit peu marre. On les prend souvent pour des imbéciles et là ils ont envie de dire on commence à avoir un petit peu peur et à avoir moins confiance. Et c'est là il faut remettre la confiance dans les citoyens. Il faut nous donner le temps, nous, de travailler sur les sujets qu'on nous a donnés comme la pénibilité, réintégrer les 3-8 dedans et de pouvoir se dire au bout d'un moment cette loi ne peut pas s'écrire sans nous, mais le projet du conseil d'administration de ce grand holding des retraites doit se faire avec les partenaires sociaux, comme on a su faire pour gérer la GIR Carco, parce qu'on sait gérer ce genre de situation. Je prends une question de téléspectateur, une réponse rapide. Bernard Vigier, ce sera pour vous. Question, Noël perturbé, opinion retournée, ras-le-bol de la galère et des syndicats. Alors évidemment, c'est un avis, encore une fois, de téléspectateurs, probablement qu'il y a des problèmes de train, mais
Une question et une réponse rapide sur l'état de l'opinion. Est-ce que ce qui est en train de se passer, est-ce que si la situation reste difficile, l'opinion peut se retourner contre les syndicats et donc pour le gouvernement? Quand cette situation se perdure, globalement, c'est vers le gouvernement que l'on s'adresse. Les Français n'ont pas une vraie capacité, ça n'a rien d'injurieux ce que je dis, à analyser dans le détail une réforme qui est très technique et qui demande à être travaillée par les experts syndicaux, gouvernementaux, patronaux. Et donc c'est plutôt vers le gouvernement que cela se tourne. Maintenant, les actes posés par les organisations syndicales de blocage, de sabotage de la distribution de l'électricité ternit gravement dans la durée le syndicalisme. Le syndicalisme a 3 fois moins d'adhérents qu'il y a 30 ans et son image s'est considérablement dégradée. Merci beaucoup. Merci avocat d'être venu sur le plateau de Priorité au décryptage pour nous aider à y voir plus clair. Bon après-midi. Vous restez avec nous évidemment dans un instant, le non-stop.